Merci d'être avec nous sur ED Télévision. Vous nous suivez depuis Mons en Belgique, également sur le www.edtvrdc.com. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Congo Yanani. Congo Yanani, c'est notre émission. L'intitulé de notre émission, nous allons nous entretenir bien sûr avec mon invité à qui déjà j'ai dit bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Ok. Professeur Jacques Dioli, je vous présente avant tout. Vous êtes professeur, également sénateur à la Chambre haute de notre pays, également ancien membre de la CNI. Professeur, la première question est de savoir, comme l'intitulé de notre émission est Congo Yanani, je vous pose cette question, Congo Yanani. Congo Yaba Congolais, c'est clair. Ces pays appartiennent à ses habitants, qui l'ont hérité de leurs ancêtres et qui vont laisser à la génération future. Donc c'est le Congo des Congolais. Ok, merci beaucoup professeur pour cette réponse géniale. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous allons parler actualité nationale, les glissements, l'enrôlement, la tenue des élections, les fichiers électoraux, les dialogues à gauche, les conclaves à droite, notamment la carte jaune qui sera attribuée bientôt, comme vous le savez tous. Et puis, enfin, nous allons parler Gédéon Kungu. Avant tout, honorables sénateurs, nous avons un problème qui nous est arrivé ici au pays, que vous savez tout. Vous maîtrisez d'ailleurs les décès de l'ancien vice-président. Zaïd Ngoma, plutôt, une personne que vous avez connue. Avez-vous un témoignage sur cet illustre disparu? Bon, je ne l'ai pas connu de manière intense, mais comme acteur politique. Je l'ai vu venir lors de la conférence nationale souveraine comme une personne d'une intelligence juridique très appréciable. C'était un publiciste de Paris 1, là où moi-même j'ai étudié. Ensuite, il a connu le turpitude de l'arrivée de l'AFDEL. Vous savez qu'il a été transféré à Bolo dans des conditions inhumaines. Dieu l'a aidé, il s'en est sorti. Et après, il est passé au RCD. Et puis de RCD, il va entrer dans l'opposition non armée et devenir vice-président de la République avec Jean-Pierre Bemba. Et il est resté une personnalité marquante, n'est-ce pas, de notre espace politique. C'est dommage qu'il parte aussitôt. Je crois que, au-delà du fait que la mort est notre destinée commune, la République doit prendre soin de ses fils, ceux qui l'ont servi. Il ne s'agit pas simplement de M. Zaïd Ngoma, je connais d'autres premiers ministres, d'autres hauts cadres qui ont servi ces pays, aussi bien dans l'armée que dans les services ou dans l'administration, qui croupissent dans la misère. Il est question vraiment au-delà de médailles post-mortem que nous devons leur donner. Il faudra qu'un pays puisse savoir comment assurer la retraite, les jours difficiles de ceux qui l'ont servi. D'ailleurs, sur ce, il a été décoré au titre posthume par le président de la République. Qu'en dites-vous? Mais pourquoi? C'est bien, mais il faut décorer les gens de leur vivant. Et c'est ce que vous reprochez? Non, je ne reproche pas, c'est mon point de vue. Dans ces pays, nous reconnaissons très peu le mérite des autres. Très souvent, nous gardons toujours le mauvais côté des autres. Je crois que ceux qui ont servi le pays dans 1+4, les vice-présidents, devaient quand même être reconnus comme des personnes qui ont su permettre la reconstruction et la restauration de l'unité, ne fût-ce que physique et même constitutionnelle de notre pays. Aujourd'hui, Zaïdi est parti.
Le vice-président Roubérois, je ne sais pas comment il s'organise. Le président Hérode est avec nous au Sénat. Et Jean-Pierre Bemba est en prison. Dommage. Ça pose quand même un certain questionnement sur ce que nous faisons de ceux qui ont servi la République. Alors, merci beaucoup, sénateur. Parlons dialogue. Le dialogue politique qui est allé au-delà du temps prévu. Les accords de ces dialogues seront publiés d'ici. Il y a la majorité présidentielle qui perd la primature. Avez-vous un mot sur ça? Vous savez, moi je suis juriste et constitutionnaliste. Le jeu politique, surtout démocratique, doit se faire dans le respect de règles, de droits, doit organiser les savoirs vivre ensemble, doit organiser la tolérance, mais tous ces éléments-là doivent fonctionner dans ce qu'on appelle un état de droit constitutionnel. Voilà. Je ne suis pas contre le dialogue, parce que le dialogue est consubstantiel à toute vie démocratique. Mais je regrette quand même que dans l'histoire de notre pays, il y a trop de mécanismes extra-constitutionnels qui, loin de permettre la résolution durable de la crise, nous amènent hors piste et finalement on va de crise en crise, de dialogue en concertation, de concertation en conclave, de conclave à table ronde. Et finalement, plus de 50 ans après, la prégnance constitutionnelle est faible et l'instabilité politique, partant économique, est forte. C'est dû à quoi tout ça? C'est dû au non-respect du texte par les acteurs, à la non-intériorisation, à la non-acceptation des règles de jeu. Voilà. La politique, c'est un jeu. On vous dit, vous avez 90 minutes pour jouer. Voilà. Et on ne récupère que les minutes qui ont été réellement perdues. Moi, je regrette que dans notre jeu, on puisse donner une prime à ceux qui ne veulent pas le respect de la Constitution, en créant des périodes spéciales ou des transitions qui n'offrent d'ailleurs aucune garantie par rapport aux impératifs de la Constitution. Et je voudrais vous dire que lorsque vous repoussez les élections au-delà d'un délai raisonnable, Voilà. Les résultats, c'est le renforcement de l'illégitimité du pouvoir et l'accroissement de risques de tension. Vous pouvez vous rappeler les cas de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ont repoussé les élections. Finalement, on est arrivé à la guerre parce que, en fait, l'objectif de ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui veulent rester au pouvoir en créant des périodes de transition autres, ce n'est pas de gagner le temps pour organiser les élections, mais de gagner le temps pour rester au pouvoir. C'est maintenir au pouvoir. Voilà, c'est ça le problème. Et cette période de la transition à venir, avec un Premier ministre de l'opposition, si réellement il faut octroyer ces postes aux opposants qui sont représentés d'ailleurs à ces dialogues, Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa et tout consort, à qui confier? Non, je ne suis pas dans ces jeux de qui que ce soit. Non, moi je suis sur le principe. On est allé où nous sommes préoccupés par la non-organisation des élections dans le délai constitutionnel. Est-ce que vous êtes pour ou bien contre la transition? Je crois que vous me suivez. Je n'aime pas la transition extra-constitutionnelle. Mais c'est là où nous allons. Malheureusement, c'est donc une question de délinquance politique et constitutionnelle et non un acte de satisfaction. C'est un requiem de la Constitution.
ce n'est pas un magnifique acte de la démocratie. Donc, en fait, les institutions ont échoué, ont refusé d'organiser les élections dans le temps pour gagner ce qu'on appelle le glissement, contourner les verrous de la Constitution. Vous pensez que le pouvoir en place a vraiment cette volonté de ne pas organiser les élections dans les délais? C'est une évidence. Je sais de quoi je parle. Et pour cela, il suffit de lire la requête de la CENI pour la Cour constitutionnelle en 2015. La CENI dit « Je ne peux pas organiser les élections parce que ceux qui ont le devoir de me donner les ressources ne me donnent pas de ressources. » Aujourd'hui, c'est clair. La CENI est totalement bloquée. Le processus électoral est sabordé par les tenants du pouvoir. Quelle est cette raison qui fait bloquer la CENI pour ne pas faire son travail comme il faut? C'est l'absence d'indépendance et de capacité de s'imposer comme structure indépendante, professionnelle, intègre, capable de piloter un processus électoral crédible conformément à la Constitution. Alors que chaque année, l'Assemblée vote un budget pour cet organe. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Et même si on prétexte aujourd'hui qu'il y a un problème d'enrôlement, qu'il faut faire, vous savez, c'est une question qui ne se pose pas aujourd'hui. Voilà. La question du fichier électoral inclusif se pose depuis 2005. Voilà. Lorsqu'on a lancé notre processus démocratique, ça s'est reposé en 2011 et après évaluation, cette question a été prise en charge par la CENI et on a opté pour la fiabilisation du fichier. Et après, il y a eu tout ce que vous avez suivi. Donc pour moi, dire qu'il faut 16 mois et demi, il faut 554 jours, ce sont des manœuvres dilatoires pour ne pas organiser les élections dans le temps. Mais quelque part, nous pouvons aussi dire que voilà, si la majorité ne veut pas vraiment organiser les élections dans un délai, c'est parce que quelque part aussi le Sénat, dont vous êtes sénateur, est déjà en route vers le glissement et qu'eux aussi veulent amener leur leader, qui est le président de la République, afin de glisser ensemble avec vous, sénateurs. Je ne crois pas que, d'abord, il faut prendre dans une démocratie qui est un régime où c'est la vertu qui doit prédominer, prendre exemple de mauvais précédents. Vous l'acceptez aussi que vous avez glissé, puis ce n'est pas un modèle. Je n'accepte pas parce que le Sénat n'a pas le pouvoir d'organiser lui-même ces élections. Avez-vous des idées, des propositions que vous avez à présenter auprès de personnes compétentes afin que ça soit résolu? Depuis 2013, nous avons toujours dit au gouvernement, à la CENI, d'accorder priorité à l'organisation des élections provinciales. Et au moment où je vous parle, il y a eu des sénateurs qui se sont présentés aux élections en 2011, qui sont devenus des députés. Donc, tout le monde était convaincu qu'on était à la fin de notre mandat. Deuxièmement, lorsque l'Assemblée nationale prend l'initiative de suspendre le processus, voilà, on donne à la CENI comme mission prioritaire d'organiser les élections provinciales. Et vous le savez qu'il y a eu 24 400 candidats députés provinciaux qui ont payé leur caution et qui, n'est-ce pas, attendaient se faire élire au mois d'octobre 2015. Mais c'est la CENI instrumentalisée qui a bloqué le processus au motif qu'il n'y avait pas d'argent. Alors que nous étions à une période très faste. D'abord, l'Assemblée et le Sénat avaient déjà voté les budgets pour les élections et qu'ensuite, les gens avaient payé les cautions. Donc, c'est par une volonté politique manifestement orientée que le processus d'élection des députés provinciaux a été bloqué. Donc, il ne faut pas mettre sur... Honorable que vous êtes, est-ce que vous vous posez un peu de question de savoir le budget qu'avez-vous voté, où est parti ce budget? Parce qu'il y a Je peux vous rassurer que avant chaque budget, l'adoption du nouveau budget, il y a une loi de reddition. Voilà. Et au niveau du Sénat, nous avons rejeté la loi de reddition qui a été présentée par le gouvernement
en 2015 pour non-respect des allocations et des ajustements budgétaires. C'est qu'il y a eu manifestement détournement. Savez-vous que sur plus ou moins 1 milliard de dollars ont été dépensés dans le projet non prévu dans le budget. Je vais vous parler par exemple de Bukangalonzo. Voilà. Ça n'a pas été prévu. Non, ce n'est pas prévu. L'achat des avions Congo Airways non prévu. La Transco. Transco, je ne sais pas, mais je vous dis ce que je connais. Voilà. La construction de l'immeuble intelligent non prévu. Donc, là où siège le ministère. Voilà. Donc, ce sont des projets qui ne sont pas budgétisés, mais qui ont pris pas moins de 1 milliard de dollars. N'avez-vous pas le droit de saisir les personnes compétentes, les autorités compétentes, afin de le faire voir? Parce que vous êtes élu, il faut qu'on se le dise, honorable. Il faut bien lire le texte. Voilà. Le jeu politique est organisé dans le texte constitutionnel. Vous savez que le Sénat n'a pas le pouvoir de sanctionner le gouvernement. C'est l'Assemblée nationale. Et au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la même majorité qui est au gouvernement et la même majorité qui est, n'est-ce pas, à l'Assemblée. Ce qui fait que la véritable sanction politique ne peut venir que des élections. Voilà pourquoi ils veulent avoir des élections libres, transparentes, parce que le peuple n'accordera jamais alors son suffrage à un gouvernement qui a manifestement échoué sur tous les plans. Ok, merci beaucoup, professeur. Vous nous suivez partout dans le monde entier. Je vous rappelle que nous recevons dans cette émission Congo Yanani le professeur Jacques Joly, également sénateur et cadre au MLC, parti cher à Jacques-Pierre Bemba Gombo, qui est aux arrêts à la Cour pénale internationale. Professeur, disons-nous la vérité en face. Est-ce que la CENI, qui est aujourd'hui en place, qui travaille, malgré que les enrôlements sont commencés un peu dans des provinces, tout ça, étranges, dites-nous, est-ce qu'il y a vraiment la volonté d'organiser les élections, ou soit les moyens ne sont pas vraiment suffisants pour organiser les élections, ou soit quelque part, cet organe, c'est vraiment l'organe du pouvoir en place, s'il faut le dire? Bon, je ne vais pas aller par 4 chemins. La CENI, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, n'a pas la volonté politique d'organiser les élections. Parce qu'ils sont commandés. Pour moi, la CENI utilise abusivement des arguments techniques pour prolonger. En fait, l'action de la CENI s'inscrit dans une dynamique qui a commencé en 2013 au sein de la majorité, qui a commencé par réfléchir comment déverrouiller l'article 220 qui empêche le président Kabila de faire un 3e mandat. C'est ça. Après, ils ont tenté de le faire avec la loi électorale, où on voulait nous imposer un organisme qui s'appelle l'ONIP pour, n'est-ce pas, faire 3 ans de recensement. Les recensements. Je crois qu'aujourd'hui, l'ONIP doit être, se cache quelque part ou a disparu. C'est parce que le peuple avait compris la manœuvre. Et après, maintenant, l'échec de l'ONIP, on a publié un calendrier manifestement de mauvaise foi, un calendrier bourratif avec 23 contraintes. Mais c'était sans ignorer la volonté de l'opposition du peuple congolais d'aller aux élections. On leur a dit, votre calendrier n'est pas réaliste, mais bon, allons-y. Et quand ils ont vu que les gens ont déposé les candidatures, sans crier gare, ils ont commencé à dire, non, maintenant il faut enrôler les nouveaux majeurs. Et puis après, c'était même plus les nouveaux majeurs, il fallait aller enrôler tout le monde. C'était en fait un recensement déguisé. Et vous savez que dans la loi que la majorité a adoptée, il est dit qu'on doit enrôler les enfants de 16 ans. C'est que dans l'esprit de la CNU de la majorité, on avait déjà programmé les élections pour 2018. Donc, la CNU n'a jamais voulu organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et on voit comment elle s'effourvoie de requête en requête, de recours en recours devant la Cour constitutionnelle pour s'accrocher à des faux arrêts
pour justifier, n'est-ce pas, les glissements, c'est-à-dire la déprogrammation constitutionnelle des élections. En parlant de ça, bien répondu, professeur. Aujourd'hui, nous parlons du chaos. Si réellement il y a chaos en RDC, qui en est la cause? La CENI, qui est habilitée à organiser les élections dans un délai constitutionnel, ou soit le pouvoir en place? Mais la CENI, c'est les bras électoraux du pouvoir en place. Hein, il suffit de voir aujourd'hui que la CENI fait campagne en Occident, accompagnée par les gens de la majorité. Hein, c'est que la CENI est totalement contrôlée par la majorité PPRD et qui utilise, n'est-ce pas, la CENI ou les institutions de la CENI comme un masque ou une feuille de vigne, incapable d'ailleurs de cacher les jeux qui est dévoilé par tous. S'il faut bien faire le travail, honorable Jacques Joly, est-ce qu'avez-vous un mot, un message à lancer à ce responsable de la CENI, parce que vous y étiez avant? Je leur dis tout simplement que il ne faut pas se faire manipuler, parce que lorsque les choses iront mal, la majorité se débarrassera d'eux comme des malpropres. Donc ils sont en train de faire un sale boulot, de faire jouer une institution digne et qui doit être respectée un rôle négatif. Vous savez, quand je dis à quelqu'un qu'il faut 16 mois, un jour pour enrôler, il dit, mais monsieur, vous blaguez ou quoi? Dans ces pays où on a enrôlé, au moment où nous n'avions pas l'infrastructure, on n'avait pas des intelligences, on a enrôlé les gens à moins de 5 mois en 2005, on a enrôlé les gens à moins de 5 mois en 2011, et aujourd'hui, vous voulez dire qu'il faut enrôler les gens à 16 mois en prenant 10 mois pour faire l'appel d'offres, pour faire des opérations pilotes, pour faire les opérations des tests, alors que il est facile de faire toutes ces actions en moins de 5 mois. Et plus, avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, une machine peut enrôler 75 personnes par jour. Il suffit d'un déploiement simultané pour qu'en moins de 3 mois, on ait enrôlé toute la population électorale congolaise. Donc c'est un problème de mauvaise foi. Le sénateur Jacques Joly pense que s'il faisait toujours partie de cet organe qu'est la CENI, on n'aurait pas arrivé à ces manœuvres. Mais écoutez, je ne voudrais pas faire de la politique fiction. Il est effectivement plus facile de critiquer que d'agir. C'est ça. Mais je crois qu'avec l'expérience que j'ai acquise au sein de cette institution, je ne peux pas me livrer à tels actes. C'est vrai que je ne pourrais pas dire que nos élections étaient des élections parfaites. Elles ont été qualifiées d'élections chaotiques. Mais je vous assure que du chaos renaît la lumière. Et l'expérience vous apprend à comprendre beaucoup de choses. Okay. Merci beaucoup, professeur. C'est la première fois que vous êtes dans notre chambre, dans notre maison, s'il faut le dire. Parlons un peu du événement malheureux qui s'est produit ici à Kinshasa, la capitale de la RDC, le 19 et le 20 septembre. C'est la première fois que nous vous recevons chez nous. Parlez-nous un peu de ça. Comment avez-vous trouvé C'est dommage parce qu'au niveau du Sénat et de l'Assemblée, nous avons adopté une loi sur la mise en œuvre de la liberté de manifestation. C'est ça. Mais cette loi, elle est partie à la présidence, elle n'a jamais été promulguée. C'est dommage. Il n'y a pas eu la réponse. Non, on se pose la question d'ailleurs pourquoi cette loi n'est pas promulguée. Et on suppose qu'elle est déjà en vigueur parce qu'on a dépassé déjà le 15 jours sans que le pouvoir ait les renvoyé, n'est-ce pas, au niveau des deux chambres. Ça, c'est un. De deux, la liberté de manifestation pacifique est garantie. Mais il appartient à l'autorité publique d'assumer cette charge de sécuriser. Donc aujourd'hui, on déplore de morts, aussi bien du côté des manifestants que du côté de la force de l'ordre, mais au lieu de commencer à faire la chasse aux opposants qui auraient organisé cette manifestation, nous avons demandé qu'on mette en place une commission d'enquête indépendante pour déterminer leurs responsabilités. Je ne comprends pas pourquoi une manifestation qui a été autorisée 48 heures avant peut,
quelques minutes, Amené à plusieurs. on puisse l'annuler, alors que la manifestation est déjà en marche. Deuxièmement, les nombres de morts assez élevés posent le problème. Démenti par le pouvoir en place. Oui, mais on reconnaît quand même qu'il y a au moins 50 ou 37 morts. Un seul mort dans une manifestation, c'est grave. Rappelez-vous, vous voyez ce qui se passe par exemple en France, il y avait une manifestation pour refuser la construction d'un aéroport. Il y a eu des actes graves d'atteinte à l'intégrité physique des manifestants. Eh bien, la police des polices a dû faire des enquêtes et il y a eu des poursuites. Donc, il y a eu des abus. Il y a eu un usage disproportionné de la force. Il y a eu même l'utilisation de l'armée dans cette manifestation. Qui a requis l'armée? Parce que les mécanismes d'intervention de l'armée dans les manifestations est bien articulé. Il faut une réquisition. Et comment on peut utiliser des armes de guerre? Et tout cela démontre que le pouvoir se livre à des actes qui posent le problème du caractère démocratique de notre système politique. Ok. Merci beaucoup, professeur. Une autre question, c'est que cette marche du rassemblement du 19 qui a amené à plusieurs morts aujourd'hui cause problème chez les opposants. Plus moyen de se déplacer, les arrestations arbitraires, tout ça. Mais moi, à leur place, je leur avais demandé d'aller se livrer, qu'ils deviennent prisonniers, parce que le procureur général a reçu la plainte de l'UDPS, de la FONUS et d'autres. Mais curieusement, il n'y a aucune enquête, même interne à l'armée, qui est actionnée. Par contre, on fait la chasse à l'opposant, ce qui pose aussi un problème de notre justice qui est aussi instrumentalisée. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir une démocratie réelle si vous n'avez pas une justice indépendante. Et aujourd'hui, il y a cette question qui se pose de l'indépendance de la justice comme outil d'assainissement et de pacification de l'espace politique congolais. Aujourd'hui, on parle du respect de la constitution de notre pays. Pensez-vous que cette constitution sera respectée du gauche et de la droite? La constitution, comme le droit, est neutre. Mais il appartient aux hommes. Pour l'instant, il y a les articles que les opposants défendent et puis les articles que la majorité aussi défendent. Ça crée des champs de problèmes. C'est comme la Bible. Vous ne pouvez pas commencer à dire que je suis pour la Genèse et pas pour l'Apocalypse. Hein, la Constitution commence du préambule jusqu'aux dispositions transitoires et des mises en œuvre. Donc, la Constitution, c'est un esprit. C'est aussi une pratique. Les vrais problèmes chez nous, c'est que les gens ne veulent pas obéir à un état de droit constitutionnel, c'est-à-dire des personnes n'ont pas encore accédé à la culture du respect des textes. Vous voyez, et ces personnes, beaucoup de nos dirigeants, ont un logiciel manifestement tourné vers le modèle autoritaire. Ce sont soit des anciens du MPR parti État qui se sont recyclés en démocrates ou des anciens membres de mouvements politico-armés qui ont créé des partis politiques. Mais vous savez, en matière écologique, on peut recycler le déchet. On ne peut pas recycler les hommes. C'est ça. Bien parlé, honorable. Et une autre question est celle de savoir, dans quelques jours, il sera le 19 octobre. Pensez-vous que ce jour-là, il y aura encore de morts d'hommes? Parce que c'est le jour où le rassemblement avec son leader, Etienne Tshisekedi, a promis de donner le carton jaune au président de la République, afin de le faire voir comme l'avertissement, s'il faut le dire. Mais je vous ai dit que la Constitution garantit la liberté de manifester pacifiquement. Si le rassemblement fait usage de son droit à demander et informe, parce que ce n'est que l'information, le régime d'information informe que nous allons manifester pacifiquement en montrant une carte ou un carton jaune au pouvoir. Il appartient au pouvoir en place
de prendre des mesures pour, n'est-ce pas, encadrer ces manifestations. Donc, on ne peut pas organiser des manifestations pour aller amener les gens à l'échafaud pour les tuer ou organiser les forces publiques. Ça, ce sont des actes graves, ce qu'on appelle des violations massives des droits de l'homme qui constituent, n'est-ce pas, les crimes de haute trahison. Donc, j'espère que le rassemblement va écrire au gouverneur. Le gouverneur, qui n'a pas le pouvoir d'autoriser ou d'empêcher, prendra des dispositions avec les organisateurs pour éviter les débordements et les dérives et que les forces de l'ordre seront commises à l'encadrement et à la sécurisation des manifestants. Ok, merci beaucoup, professeur. Dites-nous, professeur, vous êtes l'ancien membre de la CNI. Je le rappelle, professeur, il y a une question qui vient là, qui tombe de la diaspora, parce qu'ils nous suivent en ce net moment. Ils veulent savoir, professeur Jacques Joly, honorable sénateur, avez-vous une vérité ou confidence à nous dire concernant l'élection présidentielle de 2011? Mais s'ils ont des confidences, ils peuvent me le dire. C'est à vous qui s'est adressé cette question. J'apprends qu'il y a eu tel qui avait gagné et qu'on aurait changé les résultats. Je peux vous rassurer. Surtout ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un m'amener sur la table que celui qui a gagné n'a pas gagné. Il y a eu des faiblesses organisationnelles. Le président d'ailleurs l'a reconnu. Voilà, donc il y avait des faiblesses organisationnelles, mais nous proclamons les résultats au vu des procès-verbaux. Et si vous avez des doutes, vous amenez des preuves contraires. Personne, vous pouvez aller demander aux amis de l'opposition, ils sont encore vivants, l'honorable Vital Kamere, l'honorable Adibanga et les autres. Lorsque nous nous sommes retrouvés 3 jours avant la signature, je leur ai dit, voilà ce que la CENI va proclamer. Venez avec vos PV. Aidez-moi à contredire ces résultats. Jusqu'à ces jours, je n'ai jamais vu ces résultats. J'ai lu... Parce qu'à l'intérieur de cette CENI, on vous avait mis là comme opposant, en fait, leur confiance, la confiance des opposants était sur vous. Oui, on était à 3, issus de l'opposition, et je suis heureux que j'ai bénéficié de cette confiance-là, mais cette confiance devait se faire conformément au droit. C'est-à-dire, si vous dites que Tshisekedi, puisqu'il était élu à l'époque, qui a gagné, il ne faut pas le déclarer. Le droit électoral, ce n'est pas un droit déclaratif, c'est un droit matériel. Il faut donner les preuves. J'ai entendu des gens qui ont dit qu'il a eu 52%, d'autres qui ont dit qu'il avait eu 75%, d'autres encore que... Finalement, lorsque j'ai lu le rapport de l'UDPS, si vous tombez là-dessus, vous verrez comment ils ont calculé. Je vous l'assure. C'était un mot exact. Mais ils calculent de leur manière. Ah oui. Alors je me demande où est-ce qu'ils tirent, n'est-ce pas, où ils opèrent de tels calculs. Non, le droit électoral, c'est un droit technique. Et je peux vous dire que avant la convocation du scrutin, j'avais prévenu les amis. Il y a 63 000 bureaux de vote. Organisez-vous pour avoir 63 000 témoins qui doivent avoir le PV de chaque bureau de vote. Et ces PV-là vont vous permettre d'avoir vos résultats. Je suis désolé et j'étais très malheureux de voir que l'opposition ne s'était pas bien organisée pour avoir ces éléments. Et voilà ce qui est arrivé. Mais dans tout état de cause, si vous observez le résultat, ça c'était le deuxième point, en fait l'opposition pouvait gagner ces élections. Pouvait. Pourquoi? Si vous totalisez le point de M. Tshisekedi, de M. Vital Kamere, de M. Léon Kengo-Adondo et d'autres de l'opposition, vous arrivez à plus de 52 voix. Parce que Kabila, le candidat Kabila n'avait obtenu que 48%. Sauf que l'opposition d'hier, comme celle n'est pas celle d'aujourd'hui. Non, c'est la même.
Mais aujourd'hui, il y a un rassemblement, honorable. Mais Un rassemblement, ils se sont mis ensemble quand même. Non. Et puis, mais qui sont à la cité de l'Union africaine. Bon, ils ne sont pas considérés comme les opposants. Ah, mais c'est ça justement. Lorsque vous allez diviser. Et d'ailleurs, ils les disent que de l'autre côté, ils ne font pas peur. Pardon? Ils ne pèsent pas. Les opposants qui sont au camp Tchad ne pèsent pas. Voilà ces erreurs d'analyse que vous faites. Non, pas moi, hein, Oui, faut pas il faut leur m'étonner. dire ça parce Voilà. qu'en 2000... Non, il faut leur dire parce que moi je ne côtoie pas. Il faut leur dire qu'en 2011, un mois avant les élections, j'ai pris l'initiative de dire à ceux qui étaient dans l'opposition, je dis voilà, il y a 11 candidats, mais la majorité n'a présenté qu'un candidat. Mais vous êtes à plusieurs. Mais s'il vous plaît, professeur, là vous parlez avec un cœur. C'est comme si ce que vous dites là, c'est vraiment ce qui s'était passé. Mais oui, je vous dis. Vous pouvez aller leur demander. J'ai dit, vous allez perdre. Et même Papa Kengo l'avait dit. Parce que Kengo a eu plus ou moins, c'est pas 4 ou 5% à l'Équateur. Donc il a pris 800 voix qui auraient pu aller chez Tshisekedi. Vital a eu au moins 1 200 000 voix qui auraient pu aller chez Tshisekedi. Et le vote chez nous, parce que les gens ne font pas, le vote chez nous, le vote est tribal et local. Donc, lorsque l'opposition... Vous l'affirmez, oui, c'est tribal. Tribal, et vous verrez que dans le Kasaï, le président Tshisekedi... Un seul candidat. Avait plus ou moins 98 ou 99%. Tout comme le président Kabila à Malemba-Nkulu faisait plus ou moins 100%. C'est comme Jean-Pierre Bemba en 2006 à Ali Bengue ou à Zongo, il faisait 103%. Donc il faut tenir compte de la sociologie. Et Ada Bombole a été voté chez lui. Ada Bombole? Où? Chez lui, bien sûr. Chez lui, à Mbandaka. Mais oui, mais quand vous parlez des votes tribales, donc chacun a son coin. Ada Bombole a eu 1000 voix. Ok, 1000 voix. Et mais comment il a eu le 1000 voix? Lui qui allait caracoler en émission. Donc, il vote est tribal. Donc, Ada Bombole a fait d'ailleurs campagne comme président de la République à Mbandaka. Il n'est allé nulle part ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à tout ça? Que le vote devienne vraiment national? Non, le vote... Qu'il n'y ait pas besoin des tendances. On est exclusivement tribal. Il y a aussi des exceptions qui démontrent que le vote nationaliste existe. Plus la majorité, on se vote entre nous. Si on voit par exemple l'élection du gouverneur du Nord, le député du Nord Kivu, hein, Comte de Vilakikanda, il a très bien été élu à Goma, lui qui est de Boma. Vous voyez? Donc, le peuple peut être amené à cette logique, mais les leaders politiques préfèrent ratisser bas, c'est-à-dire argument tribal. Donc je suis des chevaux, voilà, votez-moi. Même pour les élections, dès que je serai élu, je reviendrai pour les élections législatives, il est difficile de mettre campagne en dehors de son village. Donc, mais qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, professeur? Qu'est-ce qui se passe? Quand ils débattent campagne, les candidats, ils partent chez eux. Mais quand ils sont élus, ils ne retournent plus. C'est le même cas avec vous. Moi? On parle des candidats. Mais moi, je suis élu de l'Équateur. Je suis pendant toutes les vacances à Mbandaka, à Bouindé. À Mbandaka, j'enseigne même. Et là, je dois repartir sur Bouindé. Donc, c'est vrai que... mais ce n'est pas non plus facile, hein, actuellement, avec le coût de la vie et autres. Mais la sanction revient toujours. Le coût de la vie, mais quand même, les honorables... Non, mais je vais vous l'assurer. Vous savez qu'en 2011, le taux de reconduction était de 10%. Donc, sur les 500 députés de 2006, seulement 10% ont été réélus. Donc, il y avait une sanction. Donc, quand vous n'allez pas au village... Petit à petit, le peuple se dit oui, que non, quand voilà, vous allez revenir... on comprend maintenant qu'ils ont les infiltrés. Ils viennent chercher tout simplement... Pour leurs intérêts. Voilà. Quand il est élu, il prend sa femme et ses enfants, ils viennent à Kinshasa et puis... ils nous abandonnent. Et quelle différence faites-vous entre l'élection de 2006 et celle de 2011 sur le plan technique? Sur le plan technique, d'abord, l'opposition
n'a pas compris que le changement de 2 tours à 1 tour avait totalement changé la donne sociologique électorale. Et qu'à ce moment-là, puisque le vote à un tour ne pardonne pas la division, si vous êtes divisé, c'est lui qui vient même le premier avec 25%, 30%, gagne. Donc, il faut être unis. Plus vous êtes unis, plus vous êtes forts. Vous venez de suivre les dernières élections au Gabon. L'opposition a compris et elle a mis en difficulté le pouvoir. Mais lorsque vous allez avec les théories de la division, vous n'allez pas gagner. Aujourd'hui, l'opposition est fragilisée. La majorité a son opposition à elle, à la cité de l'Union africaine. Il y a une autre opposition qui est au Rassemblement. Il y a une opposition qui est entre les deux, la MLC. Finalement, il ne faut pas espérer gagner les élections demain dans une posture de division. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Honorable, est-ce que, restons en constitution, s'il faut le dire, le fichier électoral de 2011 peut nous servir? Quand j'ai dit rester constitution, c'est-à-dire que nous voyons que les élections vont se tenir à la fin de cette année. C'est-à-dire quoi? Le fichier électoral de 2011 peut nous servir en cette année 2016. Mais au mois de mai 2016, ou même avant, l'OIF qui a été invité en 2015 pour faire l'audit des fichiers a dit que les fichiers présentaient des faiblesses. Mais c'est un fichier qui était exploitable. C'est avec ces fichiers-là que nous avons fait les élections en 2011. En 2005, on avait le même fichier. Donc c'est les fichiers de 2005, de 2016 qu'il fallait consolider. Aujourd'hui, j'apprends que non, ces fichiers mauvais, et qu'il faut un nouveau fichier pour prendre le nouveau majeur et qui ne contraindra pas de mort. C'est un faux. Comment on va voir un fichier sans mort? Parce que maintenant, on a commencé à rouler dans le Nord Ubangi au mois d'avril-mai 2016. OK? Si on organise des élections en avril 2018, mais il y aura des morts. Comment vous allez, il n'y a pas de logiciel qui enlève le mort. Le seul logiciel, c'est le fichier d'état civil, c'est-à-dire que vous prenez les personnes qui sont dans les fichiers et vous utilisez ça comme base de données. Mais comme on n'a pas de fichier d'état civil, donc il y aura toujours, même en 2018, les gens qui ne sont pas majeurs aujourd'hui, bon, maintenant on enrôle ceux qui ont 16 ans, ils auront 18 ans l'année prochaine. Fin année prochaine. Voilà, ils vont voter. Mais il y aura d'autres aussi. Il y aura de morts. Donc, c'est le corps électoral, le fichier électoral doit être le plus inclusif possible. Mais on ne peut pas avoir un fichier totalement inclusif dans un pays où il n'y a pas d'état civil. C'est une aberration, c'est un mensonge grossier. Ok. Merci beaucoup, sénateur, professeur Jacques Joly. La dernière question, est une question de sécurité, s'il faut le dire. L'ancien seigneur de guerre, Gédéon Kyungu, qui est venu avec ses hommes déposer les armes auprès du gouvernement en place, lui qui aurait fait sa peine qui lui a été octroyée en 2011, n'a pas pu le faire. Mais aujourd'hui, il abandonne tout, il vient, il est en résidence surveillée, il est pris en charge par le gouvernement en place. Pensez-vous que sa place est dans le luxe au lieu de la prison? Mais c'est la réponse est claire. Monsieur Gédéon Kyungu, alias Chinja Chinja, a été condamné par la plus haute la juridiction militaire. Il est poursuivi, il a été poursuivi et condamné pour des crimes de guerre, des crimes internationaux. C'est quelqu'un qui s'est évadé de la prison. Et c'est dommage qu'on puisse voir sortir ces criminels de guerre habillés en t-shirt avec l'effigie du chef de l'État.
et C'est significatif. avec un psaume du chef de l'État. C'est significatif, Et honorable. avec des écrits chicata, c'est-à-dire que le président doit rester. Ce qui est une très mauvaise campagne pour le chef de l'État, c'est-à-dire que on peut recruter même des criminels de guerre pourvu qu'ils demandent la violation de la Constitution. Donc, pour nous, la place de M. Kyungu, c'est d'abord en prison et le reste n'est que des actes de mépris pour le peuple congolais, pour le peuple du Katanga qui a souffert pendant très longtemps des affres de ce monsieur Tchinja, qui a brûlé des villages, qui a violé, qui a tué des civils innocents dans une folie sans explication. C'est de la violence débridée et aujourd'hui, c'est quand même étonnant que ces messieurs soient accueillis avec faste par les autorités provinciales et les mêmes autorités provinciales qui arrêtent des simples citoyens pour des délits administratifs ou pour des actes politiques. C'est vraiment la dérive et c'est une république, comme j'appelais, des crapauds brousses où les gens marchent la tête en bas et les pieds en l'air et que c'est quand même étonnant. Comprenons au moins que sa place est dans le luxe avec ce gouvernement. Non, c'est dommage. Les signaux ou les signaux que lance le gouvernement sur cette question est totalement effroyable. Effroyable. Il faut que ceux qui ont monté cette opération puissent mettre rapidement fin à cela et que M. Kyungu soit remis en prison après son évasion et qu'il nous dise comment il a été ravitaillé pour que finalement le Katanga, vous savez que la province de Olomami et Tanganyika actuelle, donc toutes ces provinces, toutes ces deux provinces sont dans une insécurité grave, consécutive, n'est-ce pas, à la présence de ces bandits, des Maïmaï et autres, et qui ont privé l'État du monopole de la violence, donc de l'armée. Et la stabilité du Congo ne peut revenir que si on met hors d'état de nuire tous ces bandits. Ok, merci beaucoup. Pour boucler la boucle aujourd'hui, honorable, votre lecture par rapport à la question qui a été soulevée à l'Assemblée nationale par l'honorable Toussaint Alonga suite aux binationalités. Donc surtout les opposants... Il n'y a pas de binationalité au Congo. La nationalité congolaise est une et exclusive. En 2007, au début du processus, il y avait des personnes, n'est-ce pas, qui étaient encore détentrices d'une nationalité étrangère. Dans un arrangement interne à l'Assemblée, ils ont dit qu'ils ont pris un moratoire qui n'a rien à voir avec le droit. Donc, pour moi, cette question de binationalité, c'est un problème de droit. Si quelqu'un a une double nationalité, ben, il appartient à celui qui a les éléments de mettre ça à la disposition de la justice pour qu'il soit poursuivi pour faux usage des dépôts et autres. Vous savez, il ne faut pas que... Il y a la jurisprudence qu'on appelle... de ce qu'on appelle de l'élu qui était au FONUS là-bas, notre frère. Oui, il y avait... Comment il s'appelle quelqu'un qui portait la nationalité grecque et congolaise. L'honorable, son nom viendra. Oui, il a fait la prison. Ah oui. Chaloupa. Chaloupa a fait la prison. Parce qu'il y avait, on aurait trouvé auprès de lui. Mais les hommes politiques, quand ils sont au Congo, ils sont congolais, ils sont en Allemagne, ils sont allemands, ils sont en France, ils sont français. Finalement, c'est inexplicable. C'est faux, c'était un acte grave. Par contre, ce que moi j'ai toujours proposé, c'est qu'aujourd'hui, le Congo n'est plus une... Excusez-moi. Je vous en prie. Un État une bananière, voilà. C'est aussi un pays d'immigration. C'est-à-dire que beaucoup de Congolais sont installés à l'extérieur. On parle de 10% de Congolais. Quand vous voyez l'apport de la diaspora
à notre économie, elle est importante. Ça dépasse à 5-6 fois l'aide publique au développement. Donc la communauté congolaise étrangère, la diaspora, a aujourd'hui une importance. Et pour des raisons multiples. C'est cette diaspora qui est empêchée de venir au pays investir. Donc, tout même ça. les ambassades sont devenues de bunkers où les Congolais ne peuvent pas y aller parce que s'ils vont là-bas, c'est de la violence et autres. Donc, cette diaspora subit pratiquement une double exclusion. Exclusion dans les pays d'accueil, parce que vous savez aujourd'hui, la question de l'immigration, de l'intégration ou de l'assimilation est devenue une des questions la plus sensible dans la vieille démocratie, même du racisme, n'est-ce pas, aux États-Unis. En même temps, chez nous, ils ont aussi des difficultés d'intégration. Donc, pour moi, nous avons dit, et je crois que ce sera un des premiers projets que nous allons proposer, une des premières propositions que nous allons soumettre à la prochaine législature, c'est de passer à la double nationalité. Donc, ou alors, ce que nous disons, que la nationalité congolaise ne sera plus exclusive. C'est-à-dire que, pour moi, on ne doit pas perdre sa nationalité congolaise. Mais on peut prendre d'autres nationalités. Parce que dès lors que vous avez votre nationalité d'origine, vous êtes né de père et de mère congolais, vous resterez congolais jusqu'à la vie. Par contre, vous avez la liberté de prendre d'autres nationalités pour d'autres raisons. Quand vous parlez de la double nationalité, est-ce que vous savez que les 98% de joueurs de l'équipe nationale, les Léopards qui vous font qui nous font honorables. Oui. Même vous aussi, vous aimez le sport. Oui, vous savez que ce sont des binationaux. C'est-à-dire que ce sont des gens parfois qui ne connaissent même pas parfois les langues nationales, mais ils ont grandi dans des foyers de Congolais, comme nos enfants qui sont là-bas. Donc, si nous font gagner dans les équipes nationales, pourquoi nous devons nous priver d'avoir leur apport dans d'autres secteurs? Mais ce qui est important, c'est d'échanger rapidement l'article 10 pour dire que la nationalité congolaise, on ne peut pas la perdre. On ne peut pas la perdre et qu'il y a possibilité d'avoir d'autres nationalités pour l'intérêt de ces personnes et l'intérêt du Congo. Donc, je comprends l'honorable Alunga, mais je crois qu'il faut avoir une vision positive de la question et que s'il y a eu des cas de fraude, bon, la loi reste la loi, Duralex, Edlex, mais nous devons, dans une perspective de lege ferenda, arriver à changer les dispositions de l'article 10. Selon vous, plutôt, c'est une bonne question, mais qu'il faut cadrer. C'est une question qu'il faut prendre à bras le corps, en toute responsabilité. Tout ça, c'est lié, comme la question du fichier, à la question de notre état civil. Vous savez, nous avons peur que des temps de tels, les étrangers de tel ou l'autre pays viennent chez nous. Mais cette peur étant réelle lorsqu'on voit l'infiltration au plus haut niveau de nos institutions, mais nous n'allons pas éternellement rester dans l'émotion de la peur. Il nous faut la raison et nous donner les outils pour bien contrôler, n'est-ce pas, la possession de la nationalité congolaise et la possibilité d'assumer la centralité. Le Congo, c'est un pays qui est appelé à rayonner en Afrique. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a mis au cœur de l'Afrique. Mais nous ne devons pas avoir peur. On a peur de Rwandais. Nous avons tout au Congo, mais nous Congolais, nous sommes pauvres. Parce que les leaderships... Il n'y a que le plus riche au Congo. Les leaderships et la gouvernance sont de mauvaise qualité. Les jours où nous aurons un leadership visionnaire de bonne qualité, en moins de 5 ans, nous serons un pays émergent. Nous sommes aujourd'hui en 2016. Je crois que s'il y a un bon leadership, en 2025, le Congo peut être un pays émergent. Mais aujourd'hui, nous sommes classés 228e sur 228. Nous sommes les derniers avec
un PIB par habitant de 400 $. Donc nous sommes derrière la Somalie, derrière le Burundi. C'est une honte. Mais aujourd'hui, on nous parle de révolution de la modernité, honorable. Donc quand même, il y a quelque chose qui se passe. Mais je veux bien, moi j'aime bien la modernité. Je veux bien la modernité. Je voudrais bien aller à Kisangani par TGV. Vous savez, si vous allez en Éthiopie, je ne parle pas de l'Afrique du Sud, il y a des trains à grande vitesse. Si vous allez au Nigeria, c'est la même chose. Mais aujourd'hui, pour aller à Matadi, on discute encore, savoir est-ce que vous allez faire 24 heures, vous allez faire 10 heures, vous allez faire... donc c'est hypothétique. Et quand nous invitons les ministres, c'est dommage. Vous savez que nous avons le plus grand site de potentialité en matière d'énergie. Mais les Congolais vivent avec 9% de taux d'électrification, alors que la moyenne africaine est à 25%. Et si vous venez à Bouende, ou dans certains villages, les gens n'ont jamais vu l'électricité. Heureusement, les gens font des groupes électrogènes. Mais le taux d'électrification publique est à zéro. Zéro. Un petit message pour la diaspora qui vous ont suivi. Vous êtes sur leurs ordinateurs, également vous êtes dans leur maison, sur les écrans. Je comprends la diaspora parce que moi, je suis resté 10 ans en Europe comme réfugié. Je sais que c'est une communauté très dynamique et sa colère est grande. Comme notre chaîne éco-dynamique et DTV. Leur colère est grande parce que cette diaspora assume toutes les charges que l'État devait assurer. Les naissances, c'est la diaspora qui envoie l'argent. Les collations académiques, c'est la diaspora qui envoie l'argent. Les ONG. Les ONG, les morts, les enterrements, c'est la diaspora. Les études des enfants orphelins. C'est la diaspora qui fait tout. Pendant ce temps, l'État n'assume pas ses responsabilités ou même perd dans l'irresponsabilité. Je comprends la colère de la diaspora, mais au-delà de la colère physique, il faudra transformer toute cette énergie en projet de développement. Je sais que c'est difficile de faire de la micro-politique dans la macro-politique, mais je leur demande de voir aussi ce qui s'est fait par exemple au Sénégal ou au Mali. La diaspora de ces pays construit des écoles. C'est vrai que nous nous en sortirons qu'avec un gouvernement responsable, mais ils ont pris une position qui est compréhensible, celle de la radicalité, celle du rejet total, mais il faut passer maintenant de la colère à l'action et que toutes leurs énergies qui transforment le Congo comme la diaspora du football est en train de transformer notre football. Ça apporte quand même la joie. Merci, professeur, de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie. Okay. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous suivre partout dans le monde entier, même chez moi au Kasaï. Nous avons tout ramassé, tout ce qui est actualité dans notre pays. Nous avons parlé glissement, nous avons parlé enrôlement, nous avons parlé tenue des élections dans un délai constitutionnel, nous avons parlé dialogue et conclave, et carte jaune qui sera bientôt, nous avons parlé de M. Gédéon qui est dans le luxe aujourd'hui. Vous avez compris, si vous n'avez pas aimé, vous avez également aimé, écrivez-nous sur notre page Facebook. Retrouvons-nous prochainement, mais restez branchés sur EDTV parce que les informations de la RDC continuent. Merci.